Située sur la côte ouest de l'Afrique, la Guinée compte une population estimée à 13 261 638 habitants selon l'Institut national de la statistique. En 2018, 52% de la population était composée de femmes. Elles se battent au quotidien pour faire vivre leur famille, bref, soutenir la société en lui procurant le bien-être. Nous donnons la parole aux braves femmes de Conakry et de l'intérieur du pays qui évoluent dans divers secteurs d'activité. Bien que les conditions de vie des femmes soient difficiles dans la plupart des cas, leur histoire est considérablement liée à celle du pays. Avant l'indépendance, la couche féminine prenait déjà une part active dans le développement de la société. Dans l'actuelle préfecture de Bofa a vécu la reine Nyara Belli, née en 1790. Femme d'affaires, elle a été célèbre dans le commerce des esclaves avec l'Amérique. Son palais, construit ici à Farenga, témoigne de son passé glorieux dans la région. Quand l'ex-colonie française s'engage dans la lutte pour sa libération, les femmes jouent là aussi un rôle pacifique non négligeable. Parmi ces héroïnes figure Mbalia Camara, originaire de Dubreka. Elle milite en politique dans le RDA, Rassemblement démocratique africain. Elle devient vite une guide pour ses sœurs et organise une collecte pour le parti les 8 et 9 février 1955 à Tondon. Agressée par un chef local, Mbalia Camara trouve malheureusement la mort le 11 février de la même année alors qu'elle était enceinte. Mbalia Camara a lutté aussi et elle a trouvé la mort parce qu'elle a tenu à appliquer les règles édictées par le parti qui luttait pour notre indépendance. C'est là où on l'a tuée. Elle est devenue une héroïne. Une héroïne que nous avons eu à citer et au nom de laquelle nous avons pris un jour, le 9 février, le jour de son décès, comme la journée nationale de la femme de Guinée, que nous avons toujours eu à fêter jusqu'en 1984. Le flambeau de l'engagement des femmes continuera à rayonner sans relâche. Hadja Aïssatou Mafori Bangoura de Koya rejoint à son tour le RDA et s'implique dans la grève générale de 1953. Elle opte pour des actions non violentes. Hadja Mafori Bangoura se sont impliqués dans la grève de 72 jours où les travailleurs qui étaient là avec les Blancs ont réagi par rapport à leur situation qui n'était pas belle. Ils ont fait une grève qui a duré d'abord 50 jours et les hommes étaient tellement fatigués qu'ils ont voulu abandonner la grève. C'est là où les femmes se sont impliquées. Les Hadja Mafori ont réuni toutes les épouses en leur disant « Dites à vos maris que s'ils abandonnent la grève sans avoir le résultat escompté, qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus de femmes, d'épouses. » À la suite de ce succès, Mafori est désignée présidente du comité des femmes du Rassemblement démocratique africain. Suite à l'indépendance obtenue le 2 octobre 1958, elle intègre les hautes sphères de l'administration publique. Elle est ministre des Affaires sociales de 1970 à 1976. Mais la première femme ministre de Guinée est bien Lofo Camara. Elle dirige le secrétariat d'État aux affaires sociales de 1961 à 1968. C'est à partir de la ville de Massanta qu'elle commence à faire carrière en politique. Elle n'hésite pas, elle aussi, à s'engager dans le PDG et sera ensuite élue députée. Femme de caractère, Lofo Camara ne s'est jamais laissée influencer. Elle fait partie d'un groupe de personnes qui a ouvertement demandé de changer le système de nomination des ministres. Ce courage explique ses désaccords avec le président Sékou Touré, qui décide de l'exclure de son gouvernement.
C'est dans ce contexte qu'interviendra plus tard l'interdiction du commerce privé qui aggrave la cherté de la vie. Le 27 août 1977, des femmes du grand marché Mbalia, actuel Madina dans Conakry, se révoltent. Tout est parti d'une altercation entre une vendeuse et un agent de l'État. Les femmes en grand nombre dénoncent les pratiques de la police économique mises en place pour faire respecter la décision. La contestation gagne le reste du pays. Au palais présidentiel, Sékou Touré déclare devant les femmes « À bas la police économique, vive les femmes de Guinée ». Le chef de l'État abdique et légalise le petit commerce. Avec l'avènement au pouvoir du général Lansana Conté le 3 avril 1984, le pouvoir politique change d'orientation. La Guinée s'inscrit dans la voie démocratique ainsi que le libéralisme économique. À partir de là, les femmes commencent à avoir une certaine autonomie. Comme avec Mafori Bangoura, Hadja Rabiatou Sera Diallo, premier responsable de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, s'illustre lors d'une longue grève du mouvement social en 2007. Durant sa vie, elle a toujours prôné le renforcement de l'unité nationale. Le brassage est très profond en République de Guinée. Vous ne trouverez pas en République de Guinée quelqu'un qui peut vous dire, si vous regardez bien son origine, quelqu'un qui n'est pas du tout métissé. On est tous métissés. Donc le brassage est très profond. Utiliser l'ethnie ou la région aujourd'hui pour diviser les hommes, je pense que c'est une faiblesse. C'est pas ce qui peut amener. Et puis là où on a une population 80% analphabète, il faut faire beaucoup attention. Progressivement, les femmes décident de prendre leur destin politique en main. Pour la première fois, en 2010, une femme est candidate à l'élection présidentielle face à 23 hommes au compte du parti Convention démocratique panafricaine. Nous avons retrouvé à Kankan dans le Nabaya Hadja Sarandaraba Kaba qui dit comprendre les raisons qui freinent encore l'évolution des femmes guinéennes en politique. Le jeu politique tel qu'il est aujourd'hui défavorise les femmes. Premièrement, parce que l'argent joue un rôle important. L'argent joue un rôle important. Et les femmes sont parmi les plus pauvres. Donc, nous avons un système politique aujourd'hui qui dépend trop de l'argent, n'est-ce pas? Et qui dépend trop des discussions théoriques, parfois qui sont, à mon avis, pas très utiles. Il faut que nous revenions à un débat politique sain. L'exemple de Hadja Saran sera suivi par Marie-Madeleine Djoubaté du Parti des écologistes de Guinée, Dr Makale Traoré du Parti de l'action citoyenne par le travail et Hadja Makale Kamara du Front pour l'Alliance nationale. Elles ont toutes tenté de présider aux destinées du pays. En 2020, j'ai pris un parti, le parti Front pour l'Alliance nationale FAN, où j'ai été candidate à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et j'ai été 6e sur la liste, un parti que j'ai pris à 6 mois des élections. Pour moi, c'est une prouesse, puisque j'ai devancé des partis qui étaient là depuis si longtemps. Aujourd'hui, je conduis ce parti, le parti du Front pour l'Alliance nationale, qui est un parti valable, viable, parce que ce parti est représenté sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas une préfecture où on n'a pas une fédération du parti FAN que nous sommes en train de grossir. Le 2 mai 2019, la Guinée décide de se doter d'une loi sur la parité. Elle stipule en son article 2 que la parité s'applique à toute liste de candidats à des élections nationales et locales ainsi qu'à des fonctions électives dans des institutions publiques. Bien que les Nations Unies aient soutenu l'élaboration de cette loi, son application sur le terrain se heurte à des difficultés. Toutefois, des efforts continuent pour améliorer la représentativité des femmes. Au CNT, les femmes occupent une place de choix parce que quand vous prenez par exemple au niveau du bureau exécutif du CNT,
Nous sommes 7 membres et sur les 7, vous avez 3 femmes. Parmi les secrétaires parlementaires, vous avez 2 hommes, 2 femmes. Et au niveau également des commissions, dans chaque commission, si une femme n'est pas présidente, elle est vice-présidente ou rapporteur. Donc sur les 8 commissions permanentes que nous avons, les femmes sont vraiment bien représentées. L'aura de la femme guinéenne dépasse largement les frontières nationales. Impossible de parler de femmes et diplomatie en Guinée sans évoquer le nom de Mme Jeanne Martin Cissé. En 1972, elle est choisie pour représenter le pays auprès des Nations Unies. Devenue présidente du Conseil de sécurité de l'ONU, Jeanne Martin œuvre pour la paix dans le monde et lutte contre le racisme en devenant par la suite présidente du comité contre l'apartheid. Sur ses pas, on retrouve Hadja Aïchaba, ministre de l'Éducation nationale de 1989 à 1996, fondatrice du Forum des éducatrices africaines, membre de l'Association pour le renforcement de l'enseignement supérieur pour les femmes en Afrique. Elle rejoint l'UNESCO et occupe le poste de conseillère spéciale du directeur général de cette organisation pour l'Afrique. Cette membre du comité de la Fondation Mo Ibrahim a une vie consacrée à l'éducation de la jeune fille. En son temps, l'inscription des filles à l'école est passée de 113 à 233 000. La période la plus importante de ma vie, c'est le fait d'avoir enseigné. Parce que quand vous êtes prof, vous avez des élèves en face de vous. Vous leur apprenez quelque chose, mais eux aussi vous apprennent beaucoup de choses. C'est un échange qu'il y a. Donc moi, mes élèves et moi, c'était comme mes enfants. Et les parents d'élèves, je cherchais toujours à connaître les parents d'élèves. Et ça a facilité ma tâche. Et de là, j'ai grimpé les échelons. Donc d'élève à enseignant. Puis plus tard, j'ai passé par le ministère des Affaires sociales. C'est là que j'ai connu les difficultés que les femmes en zone rurale traversaient. Puis j'ai été au ministère du Plan, où j'ai appris comment on négocie avec les multi et bilatéraux, les partenaires multi et bilatéraux, avant d'aller comme ministre au niveau de l'éducation nationale. Vous savez, vous voyez, ça a été facile, n'est-ce pas? Mais ça, tout est parti de l'éducation, de la maison à l'école. Autre icône féminine qui continue de faire parler d'elle sur le plan international, c'est Hadja Saran Daraba Kaba. En 2011, elle a été la toute première femme secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano. Elle est encore active dans la consolidation de la paix dans cet espace composé de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire qui a connu de graves conflits. Nous sommes allés à Abuja en 2001 pour créer le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Et d'Abuja, nous sommes venus directement à Conakry parce que nous avions à démarcher auprès des leaders. Après la réunion d'Abuja, nos collègues nous ont dit « Attention, il faut que vous nous aidiez à relancer les négociations ». C'est comme ça que nous avons démarché le président Conté, qui a accepté que la Guinée revienne dans les négociations. Nous avons été voir le président Tidjane Kaba de Sierra Leone et nous avons rencontré le président Charles Taylor du Libéria à l'époque. C'est après notre visite que le dégel s'est fait et en juin 2003, l'accord de paix du Libéria a été signé et la CEDEAO et les Nations Unies ont même demandé que le réseau des femmes du fleuve Mano contresigne l'accord de paix interlibérien comme garant moral. Sur le plan intérieur, les femmes ne sont pas en marge dans la consolidation de la paix. Ici en Zérékoré, capitale de la région forestière, des femmes œuvrent pour que les communautés du sud du pays s'entendent. Quand il y a des conflits entre, par exemple, deux communautés, c'est les femmes qui se lèvent en première position pour parler aux hommes, pour parler à leurs enfants, pour parler à leurs maris. Si vous voyez, il y a des associations de femmes ici. Ces associations de femmes-là se sont donné le rôle seulement de la réconciliation. Si je vous dis que j'ai pu réunir plus de 50 imams, vous n'allez pas croire. Et Bela, j'ai eu peur. Mais quand j'étais à Bela, la stratégie que j'ai menée pour aborder les imams dans le plus grand respect, j'ai parlé
les violences basées sur le genre dans les milieux coraniques. On a parlé de la séquestration, on a parlé du mariage forcé, nous avons parlé du mariage précoce avec ces imams. Et tout le monde était édifié. À 147 km de Nzerekore se trouve la préfecture de Massanta. La ville a été l'épicentre de la guerre lorsqu'elle a été attaquée en 2000 par des rebelles libériens. Les Amazones de Koyama, un groupe de femmes Toma, ont prêté main forte aux soldats guinéens pour repousser les assaillants. La Guinée, si à la guerre, on n'est pas en l'aise. C'est pourquoi j'ai pris l'arme. Avec les autres femmes? Avec les autres femmes, avec mes groupes aussi. Il y avait beaucoup de Amazones. Donc on va derrière les rebelles on les suit jusqu'à Libéria. Après on retourne. Quand il vient aussi, nous on va là-bas. On fait la guerre avec beaucoup de choses. C'est moi seul qui utilisais l'arme. Mais il y a beaucoup de choses. Ça, c'est clair pour nous. Je vous avoue que ces Amazones ont des accoutrements spécifiques. Elles utilisent le cavolin de différentes couleurs comme signe de préparation pour être inoffensif et puis pour résister contre l'ennemi. Donc, elles n'ont pas d'armes spécifiques comme si c'était des militaires au front, mais ils utilisent des instruments traditionnels qui constituent leurs armes de lutte. Mais je vous avoue qu'elles ont été à la première ligne pour résister contre les rebelles. Elles ont réussi à attraper les rebelles qui étaient armés avec des kalachnikovs. Donc, ça a été très sincèrement une contribution de taille par ces Amazones dans la lutte contre les différentes attaques rebelles qu'on a enregistrées à Massanta. Dans la ville voisine de Kekedu, tout comme à Farana dans le Sankaran, les femmes sont dans tous les secteurs de la vie. Un peu plus au nord du pays, à Kankan, une cérémonie presque centenaire résiste encore au temps. La Mamaya, cette danse folklorique mandingue, regroupe chaque année des milliers de participants autour de la cohésion sociale. Garder le caractère social, le caractère d'unité, le caractère d'entraide. Ce caractère d'entraide ne doit pas disparaître parce que les sages de Kankan, les Sédères les serrent en réalité. Parce que lorsque Kankan a immigré totalement vers le Fouta, Demba Alpha Kabiné, qui a été le leader à l'époque, est revenu avec une autre initiative parce que c'est un conflit social qui a fait que Kankan a immigré. Donc le quartier que vous habitez, le quartier dont vous faites ce travail-là aujourd'hui, s'appelle Timbo, ce nom est venu du Fouta. Donc ça c'est une forme d'intégration d'abord qui a été fondée par nos anciens après la guerre de 30 ans en 1725. Donc Demba Alpha Kabiné, à son retour en 1770, a fondé ce qu'on appelle le Séré, qui avait pour vocation primaire de garder la cité contre les velléités, qui a fait que tout le village s'est déplacé à un moment donné. Donc c'est ce Séré qui gère la Mamaya. Ça veut dire quoi? On les a confiés pour que ça soit pérenne et pour que le caractère social existe, pour que la bonne cohabitation existe. Au Fouta Djallon, la femme est également sur tous les fronts. Qu'il s'agisse de l'élevage ou de la promotion de la culture locale, elle a son mot à dire. J'ai toujours d'ailleurs mis l'accent sur la femme, ses droits. Parfois qu'on bafoue, on ne le respecte pas, mais aussi parfois qui ne sont même pas connus par la femme elle-même. Et là, je dis bien, c'est une véritable catastrophe parce que la femme doit connaître ses droits. La femme, avant de revendiquer tous ses droits, elle fait ses devoirs et en même temps, elle doit connaître ses droits pour pouvoir les revendiquer. Dans le Badiar, cohabite en parfaite harmonie une mosaïque d'ethnies dont les liens sont cimentés par un événement culturel qui se tient à la fin de chaque année. Au programme, chants et danses, conférences, débats, le tout autour de la paix.
Un festival siari gogo men koti saimboudi si men mobi kalisi. Avec le festival, nous cotisons pour prendre en charge les participants venus d'ailleurs. Nous sommes très soudés. C'est une résistance qui se déroule dans la convivialité. Nous faisons des tenues spéciales et nous nous amusons. Ce festival a une grande importance. Grâce aux médias, notre rencontre est vue en dehors d'ici. Et cela nous réconforte. Toutes les communautés se donnent la main pour conférer au festival un éclat particulier. Le jeu regroupe les Badiaranké, les Koniagi, les Bassari, les Fulakunda, les Sarambé, les Djakanké, les Peuls, les Forestiers et les autres composantes ethniques. Chacune vient se produire dans sa culture. L'engagement des femmes en faveur de la paix ne fait l'objet d'aucun doute. La Guinée a une nouvelle fois frôlé le pire entre 2011 et 2013. Les tensions politiques, avec leur cortège de morts et de blessés, ont gravement affecté le tissu social. Les femmes, en sapeurs-pompiers, ont marché dans Conakry et ont haussé le ton pour que les acteurs politiques acceptent de se retrouver autour de la table de dialogue, comme pour dire que tout ce que la femme décide, la matérialisation ne se fait guère attendre. Quand le dialogue a commencé, nous avons mis en place un groupe de pression. On a cadenassé la porte que vous voyez là. Et on a dit, personne ne sort tant que les accords ne sont pas signés. Et le lendemain à 15h, comme prévu, on était là. Donc ils sont rentrés, ils ont relu le document, et ils ont fini de signer. On a applaudi, tout le monde était content. On est sorti pour aller allumer le flambeau dehors. Dès qu'on a fait ping, on a dit que la fumée est sortie. En 2022, alors que le pays était dans une nouvelle impasse politique, le gouvernement a fait recours à un trio d'anciennes ministres pour tenter de désamorcer la crise. À la tête du comité de pilotage du cadre de dialogue interguinéen, Dr Makale Traoré, Hadja Aïchaba et Mme Guilao, Joséphine Leno ont mené des consultations qui ont touché plus de 50 000 citoyens. Un an plus tard, elles ont présenté au président Mamadi Doumbouya le rapport final avec une série de recommandations. Nous avons dit que si nous sommes nommés facilitatrices, de nous laisser concevoir notre méthodologie. C'est ainsi que vous avez constaté que nous avons fait le tour de toutes les coalitions politiques, toutes les fêtières, pour expliquer le but de ce dialogue. Ensuite, nous avons conçu les TDR qui ont été envoyés à tout le monde. Nous avons eu des retours et c'est en fonction de ça que nous avons travaillé sur les thématiques pour le dialogue. Qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. On avait voulu que tout le monde soit là parce que les questions étaient importantes. Mais je pense que souvent, c'est pour des questions d'ego, certaines erreurs commises de part et d'autre qui ont fait que ce cadre n'a pas pu réunir tout le monde, y compris les ténors de la politique. La population guinéenne est fortement croyante et à ce niveau aussi, le rôle et l'image de la femme connaissent une amélioration. En islam, les femmes disposent de plusieurs structures comme l'Union des oulémas. C'est le cas également dans l'Église catholique. Dans l'un ou l'autre, les femmes apportent leur contribution pour renforcer la foi et la paix. Les femmes se sont intégrées dans tous les organes et elles ont toujours lancé un appel pour la paix. Je suis membre du Haut Conseil islamique de Guinée. Je suis membre du Conseil interreligieux de Guinée. Le Conseil interreligieux, c'est les musulmans et les chrétiens, les deux religions qui existent en République de Guinée. Donc je suis membre de ce conseil. Je sais que chaque fois qu'on entrevoit quelque chose dans ce pays, le Conseil interreligieux est intervenu. Surtout dans les années 2008, au moment où Lansana Conté était malade. L'Église ne peut rien faire sans les femmes. Même nous, à Bofa, ici, nous sommes
un pilier pour l'Église. Nous faisons des travaux des potagers, des saponifications, beaucoup de choses que nous faisons pour aider nos prêtres. Autre domaine, les zones minières sont connues pour être des sources de conflits récurrents qui virent souvent au drame. À Kouroussa, dans le Hamana, les femmes sont en première ligne dans les mines traditionnelles à la recherche du quotidien. Mais elles savent que sans l'entente, aucune activité n'est possible. Nous souffrons tellement ici que nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre. S'il y a malentendu entre nous, il y a un comité de résolution des crises qui s'en occupe. Les sanctions qui sont appliquées entre nous sont plus sévères que celles édictées par l'État. Il y a toutes sortes de personnes dans les mines, mais la loi est connue. Je suis Tomboloma, chargé de la gestion des conflits. Donc, s'il y a un désaccord, les protagonistes viennent s'expliquer. Celui qui n'a pas raison se replie, pour laisser la place à celle ou celui qui a raison. Le Tombolomadi. Nous avons même que la même Bible n'y a pas d'anyafo. Ni même Gotaro, ni a placé la loi il mène la loi au dilalo. Plus loin, du côté de Boké, sur le littoral, en pays Landouma, la couche féminine est une sentinelle de la paix. Si nous apprenons la préparation par les enfants des troubles relatifs par exemple au manque de courant, les femmes Landouma et celles des autres communautés prennent immédiatement le devant. Nous invitons chaque femme à maîtriser son enfant en lui prodiguant des sages conseils pour désamorcer la crise. Les enfants, même si nous ne les connaissons pas, nous les invitons à la retenue pour que la paix règne dans la cité. En Guinée, les femmes exercent majoritairement des activités agro-pastorales qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. En se lançant dans l'agriculture comme ici à Bofa, elles contribuent à la sécurité alimentaire dans les communautés. Nous travaillons la terre. Nous faisons des potagers pour cultiver du gombo, du piment, de l'aubergine, de la tomate. C'est grâce à cela que nous arrivons à prendre en charge nos enfants et nos maris. Nous venons de commencer cette activité et nous sollicitons l'aide de l'État. Nous avons 4 groupements ici. Nous sommes nés dans cette activité et nous ne faisons rien d'autre. Nous rencontrons assez de difficultés pour l'obtention de la glace et du bois. Les hommes s'occupent de la pêche alors que les femmes assurent la vente des produits d'ici jusqu'à Conakry. Dans la même localité, à Tounifili, cette mère de famille évolue depuis des années dans l'extraction du sel, un élément important dans la chaîne alimentaire. Les femmes sont nombreuses dans cette activité. Nous gagnons notre vie à travers la préparation du sel. Avec l'argent issu de la vente, nous achetons du riz, du piment et plusieurs autres besoins. La scolarisation des enfants ainsi que leur habillement viennent de ce que nous faisons. Quand nous préparons le sel, nous le mettons dans des sacs qui sont transportés à Tounifili pour la vente. Nous vendons selon la volonté des clients en kilos ou en sacs. Ce n'est pas facile d'avoir du bois de cuisine pour la préparation et sans le bois, rien n'est possible. Nous avions été formés pour l'utilisation du tapis. Nous l'avons utilisé une année, mais ce lieu n'est pas approprié. Des femmes battantes, il n'en manque pas à l'intérieur de la Guinée. Loin des bureaux climatisés, ces dames de la sous-préfecture de Koulé dans la préfecture de Nzérékoré font vivre des milliers de familles à travers la fabrication de l'huile de palme. Nous partons en brousse avec des personnes qui grimpent sur les palmiers pour couper les régimes. Nous transportons des produits dans un endroit et nous les gardons pour 3 jours. Nous évoluons de façon individuelle.
C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pour la récolte, nous payons 2000 francs pour la personne qui coupe les régimes, en plus du prix de la nourriture. Quand le prix de l'huile est à son plus haut niveau, nous vendons le bidon de 20 litres à 130 000 francs guinéens. La première fois que j'ai commencé ce travail, il m'a permis de faire face au paiement des contributions parentales de l'un de mes enfants à l'école. Maintenant, il reste à solder pour le second, car je ne suis pas avec mon mari pour m'aider. Sur le même trajet, celui qui visite la région est émerveillé par la bravoure des sœurs du centre agropastoral Sainte-Ursule du Mont Ziama de Séridou, d'Ammasanta. Leur demeure est un véritable paradis terrestre où on y trouve presque tout. Nous proposons 6 mois de formation. Le premier mois, c'est-à-dire 30 jours, nous les faisons passer dans toutes les sections, histoire de leur donner envie d'entreprendre. Voyez, et à la fin de ces 30 jours, qu'on appelle la phase de découverte, on les fait asseoir, on leur dit maintenant, choisissez parmi toutes ces sections que vous avez vues, 3 sections dans lesquelles vous allez faire l'apprentissage. Alors nous tenons compte de leur lieu de provenance. On leur dit, tenez compte de votre village, des besoins de votre communauté. Avant de venir, certainement, il y en a qui disent, chez moi, pendant les fêtes de fin d'année, on n'a pas de viande. La viande manque beaucoup, les gens doivent quitter ailleurs ou bien on doit aller loin pour payer la viande. Alors moi, je veux faire soit la volaille, ou bien les lapins, ou bien la porcherie. Ou bien il y en a qui disent chez moi c'est seulement Kabakourou, moi je veux faire le savon. Il y en a qui ont fini la formation qui nous disent, moi quand j'ai dit aux gens je vais faire du savon de concombre, ils m'ont dit toi tu es menteur. Nous on mange, comment tu peux faire quelque chose, concombre avec du savon avec du concombre. Nous accueillons des filles même qui ne sont pas allées à l'école, mais nous leur apprenons comment par exemple faire un business plan. Au sein de la société guinéenne, malgré les difficultés, les femmes jouissent d'une bonne image chez les hommes, à tel point qu'un livre entier leur a été dédié le 8 mars 2025. L'ouvrage que j'ai proposé aujourd'hui en guise de support de discussion, c'est un ouvrage qui a été bâti sur un constat qui est que nous avons des femmes ordinaires qui font des contributions extraordinaires, mais qui ne sont pas connues. J'ai voulu à travers cet ouvrage rendre hommage à ma mère, montrer que ce que nos mamans font à la maison, contribuer à notre éducation, sont des changements ou des réalités qui méritent d'être célébrées et transformées. Des voix masculines de plus en plus vives appellent à un sursaut pour garantir à la femme guinéenne ses droits. C'est la femme qui ménage son mari à la maison pour dire tu es sur tel chemin, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon pour nous, est-ce que c'est bon pour mes enfants. C'est la femme qui subit beaucoup de torts. Quand le mari, avec toutes les situations que nous connaissons politiques, si la femme n'est pas là pour diriger, pour conseiller, c'est pas facile. La femme Badiaranké joue un rôle important. Nous, nos femmes communautaires, priorisent l'unité. C'est pourquoi les femmes nous ont interdit de provoquer et faire présenter les larmes d'un étranger. La preuve est là, dans nos villages communautaires. Quelqu'un qui est là à partir de 8 heures, il est considéré comme natif de la localité. Même s'il est de passage, tant qu'il ne traverse pas le Badiar, il est Badiaranké. Ces dernières années, les conditions des femmes ont connu une évolution, même si beaucoup reste encore à faire. Myriam Müller, chercheur principal en sciences sociales de la Banque mondiale, rappelle, je cite, « Les efforts visant à promouvoir les droits et le bien-être des femmes peuvent apporter des avantages à l'ensemble de la société guinéenne. »